Professeur Didier Raoult, quelles sont les leçons que l'on peut tirer de l'observation des malades et de la thérapeutique du Covid-19? Bien, sur la première partie, je pense qu'il y a eu une erreur très importante qui a été commise dans tous les pays développés, et probablement qui n'est pas exclusif à la France, hein, qui est que, ne connaissant pas le Covid-19, les ministères, les administratifs, l'OMS a pris comme modèle la grippe, en particulier le plan grippe du CDC de 2017, et considéré qu'on allait être comme dans le cadre de la grippe. Et c'est une erreur fondamentale, et c'est l'erreur des gens qui ne connaissent pas les maladies infectieuses et les nouvelles maladies infectieuses, donc ce qui montre bien qu'il y avait un déficit vraiment important en termes de conseils et de réflexion, parce que c'est pas comme ça. Voilà. Chaque maladie nouvelle est différente. Et donc, il faut commencer par l'observer pour voir ce qu'il faut faire. Et bien entendu, ça signifie que, de la même manière, aucune maladie nouvelle on ne peut jamais prédire ce que va devenir une maladie nouvelle. C'est impossible. Donc, les prévisions sont fausses, et les stratégies que l'on base sans avoir eu le temps d'observer les choses sont fausses, par définition. Et il y a là au moins 4 différences majeures qui ont expliqué un grand nombre d'erreurs qui ont été réalisées et qui ont expliqué qu'il y a une variation considérable de la mortalité entre un endroit et un autre en fonction du fait qu'on a traité cette maladie comme une maladie nouvelle que l'on ne connaissait pas, qu'il fallait examiner, traiter, prendre en charge, ou qu'on a considéré que ça allait être comme la grippe, et on a tiré de la grippe des arguments pour une prise en charge dirigée non plus par les médecins, mais par les autorités. Ce qu'il y avait de radicalement différent dans cette maladie, c'est que le signe le plus spécifique n'a pas fait du tout partie des signes que l'on recherchait au départ, c'est la perte du goût et de l'odorat. Maintenant, on sait qu'il y a 60% des gens qui perdent le goût ou l'odorat pendant cette maladie. Ça n'était dans aucun des signes de reconnaissance de cette maladie, parce que simplement, personne n'avait observé le malade. Nous, premier couple de malades qu'on a eu, on a vu qu'il y en a un qui s'est plaint spontanément de plus sentir les odeurs. Donc il fallait regarder les malades, et pour ça, il fallait faire du diagnostic. Ce n'est pas la seule maladie dans laquelle il y a une perte de l'odorat. Il y en a une qui est bien connue, c'est par influenza 3. Et donc, ce n'est pas spécifique. C'est très fréquent dans cette maladie, plus que dans les autres. Mais en ce moment, on sait qu'il y a du parainfluenza 3 qui revient. C'est une maladie qui donne une petite épidémie au printemps et une petite épidémie en automne. Et elle est associée à ça, on appelle ça l'anosmie saisonnière, parce que pendant la saison du parainfluenza 3, il y a des anosmies. Donc, il n'y a pas 100% non plus des gens qui ont une anosmie qui vont avoir un Covid-19. La deuxième chose, c'est que la fièvre est très élevée dans la grippe. Vous savez bien, la grippe, vous avez 40. Ce n'est pas un facteur déterminant ici. Vous pouvez avoir de la fièvre, mais pas nécessairement. Il y a beaucoup de gens qui ont des formes relativement graves et qui n'ont pas de fièvre. Donc vous ne pouvez pas vous baser non plus, vous voyez, toute la base au départ était sur le diagnostic, c'est les gens qui ont une fièvre très élevée et tout. Ce n'est pas des éléments spécifiquement et systématiquement associés à cette maladie, c'est plutôt relativement rare dans la proportion des gens qui ont cette maladie. Le troisième point, c'était le signe de gravité des pneumonies et de la grippe en particulier, c'est l'essoufflement. On voit que vous commencez à avoir des difficultés respiratoires quand vous commencez à être essoufflé. Ce n'est pas le cas non plus dans cette maladie. Très fréquemment, vous avez déjà des taux d'oxygène extrêmement bas dans le sang, et vous n'êtes pas essoufflé. Quand vous commencez à avoir des difficultés à respirer, vous êtes pratiquement au stade de la réanimation, c'est ce qu'on a appelé l'hypoxie heureuse, qu'on a décrit, tout ça sont des choses qu'on a décrites. Et enfin, ce qui était original à cette maladie, c'était les troubles de la coagulation. C'est-à-dire il y a les thromboses, il y a les thromboses veineuses, il y a les embolies pulmonaires. Une grande partie des problèmes pulmonaires étaient liés à des micro-embolies pulmonaires, c'est-à-dire des thromboses à cause de ces troubles de la coagulation qu'il faut détecter chez les malades, y compris ceux qui ont l'air d'être bien. Et parfois, nous, on a eu encore là l'occasion de voir quelqu'un qui avait une soixantaine d'années, une toute petite anomalie biologique, on l'a fait revenir pour faire un scanner, et il avait la moitié des poumons qui étaient atteints
qu'on a pu détecter simplement en regardant qu'il y avait un petit trouble de la coagulation, qui s'appelle les dédimères, qui était juste à 2 fois la normale, hein, pas une chose extrême. Donc c'est une maladie très différente. Et donc la première partie de la stratégie qui a été de dire, écoutez, voilà, c'est comme la grippe, et donc voilà les signes qui doivent amener à consulter, à appeler le SAMU, sont ceux qui témoignent de la grippe grave, n'étaient pas cohérents avec cette maladie, qui est une maladie nouvelle. Donc moi j'espère, peu importe le passé, le temps triera, j'espère qu'à l'avenir, on se souviendra de cette leçon qui est que les maladies nouvelles, il y a un premier stade qui est le stade de l'observation de la maladie pour essayer de comprendre comment ça se passe et prendre des mesures qui sont corrélées avec ça. Attention à la coagulation, attention à l'oxygène. Vous savez, quand on était les premiers à dire il faut absolument acheter des saturomètres, c'est-à-dire qu'on puisse regarder à la maison, que tous les médecins généralistes puissent tester la saturation en oxygène. Et dès qu'elle est en dessous de 95, il faut les envoyer à l'hôpital. Je suis content que plusieurs semaines après, la Haute Autorité de Santé lui a recommandé de vérifier la saturation d'oxygène parce que ça, c'est un signe de gravité. Mais on ne pouvait pas le savoir avant d'observer les malades. On ne peut pas savoir ça dans un bureau. Il faut voir les malades pour pouvoir le savoir. Et ensuite, à partir de ces données, nous, on a collecté ces papiers qu'on a fait, qui nous a amené à faire une revue qui a été acceptée, qui va être publiée. Ça sera la deuxième revue de cette nature-là, avec une revue qui est sortie dans l'American Journal of Medicine, qui explique les différentes phases de la maladie et qui y met la place de l'hydroxychloroquine. Donc, je ne sais pas, ces 2 papiers de revue internationale qui montrent que l'hydroxychloroquine est utilisable à un stade ou à un autre. Alors, ces différents stades sont le premier stade est un stade où c'est le virus qui se multiplie. Dans ce stade où le virus se multiplie, c'est là qu'il y a peut-être eu un effet du remdesivir. C'est difficile à analyser parce que ces études sont bizarrement biaisées. Nous, on pense que l'hydroxychloroquine et l'azithromycine jouent un rôle assez important à ce stade-là, au moment où il y a le virus qui se multiplie. C'est un moment où il ne faut surtout pas donner de cortisone. La déclaration de l'essai recovery des États-Unis est extrêmement mal faite parce qu'elle laisse penser qu'il faut donner la cortisone à tous les stades. Et c'est pas vrai. La cortisone, il faut en donner peu, et seulement quand on est au stade 3, c'est-à-dire au stade inflammatoire. Donc à ce stade-là, comme on le sait, là aussi, tout ça, moi je trouve que les gens oublient les maladies infectieuses. On sait bien que dans les maladies infectieuses, quand on n'a pas contrôlé la multiplication du microbe, il ne faut pas se jeter sur la cortisone parce que ça fait flamber les maladies infectieuses. C'est au moment où il y a la réaction inflammatoire que la cortisone peut être utile, mais pas au moment où c'est simplement le virus qui est en train de se multiplier. Donc la deuxième stade, c'est un stade intermédiaire entre l'activité du virus et la réaction inflammatoire. Le troisième stade, qui n'est pas toujours atteint, mais qui est chez les gens qui sont à risque, qui a été appelé la tempête cytokinique ou la réaction inflammatoire majeure qui peut mener à la réanimation. Dans cette phase-là, il y a très peu de virus, donc c'est une des raisons pour lesquelles les antiviraux, soit le remdesivir ou un autre, ne marchent pas. On y reviendra, mais il n'y a pas de traitement magique. Hein. Et là, c'est là que la modulation de la réaction inflammatoire joue un rôle, que ce soit l'hydroxychloroquine, le tocilumab a montré qu'il n'était pas plus efficace que l'absence de traitement. C'est là qu'il faut vraiment donner des anticoagulants. Et c'est là que la cortisone peut être donnée, mais à des doses raisonnables, c'est-à-dire soit 6 mg de dexaméthasone, soit 40 mg de soluprène. On n'utilise pas la dexaméthasone. Et ça améliore dans cette phase le pronostic. Et puis la quatrième phase, c'est la qualité des soins. Parce qu'à ce stade-là, on a un stade lésionnel et il faut que les réanimateurs aident à passer le cap de la réparation de cette maladie. Donc cette réflexion, on l'a amenée sur maintenant le nombre de malades qu'on a eu. On a eu 1800 patients hospitalisés. On a fait une très grosse étude de 3700 personnes dans laquelle il y a 1 million de données. Cette étude va être rendue la semaine qui vient entièrement disponible pour tout le monde. C'est la seule étude qui soit pour l'instant disponible, hein, qui sera disponible pour que les gens travaillent sur ces données parce qu'on est incapable
d'analyser absolument toutes les données qu'il y a là-dedans. Il y a tellement de données que chacun pourra tester une hypothèse sur ces données et puis faire d'autres travaux scientifiques, parce que la science, c'est comme ça, on partage les données et puis tout le monde peut vérifier que c'est vrai, que c'est pas vrai, que les conclusions qu'on a tirées sont exactes ou pas. Mais donc voilà l'état de la situation. On ne traite pas de la même manière au début, à la fin, les patients qui ont cette maladie. On ne peut pas deviner ce que vont être les symptômes ou la présentation clinique d'une maladie que l'on ne connaît pas, donc on ne peut pas restreindre, c'est ce qui a été fait, hein, l'accès au diagnostic à des gens qui ont un tableau de grippe grave, parce que c'est pas comme ça que ça se présente. Et enfin, on apprend au fur et à mesure, et la qualité des soins maintenant, avec une prise en charge précoce avec l'oxygène, avec les anticoagulants, avec nous, ici on pense en plus le traitement qu'on donne, mais y compris si on ne donne pas ce traitement-là, c'est beaucoup amélioré du fait qu'on connaît mieux la maladie, hein, et que donc avec une prise en charge correcte, en principe il ne devrait y avoir que des gens, qui ont des facteurs de risque considérables, et donc une espérance de vie faible, qui devraient mourir de ça. Pour les autres, c'est seulement des cas exceptionnels. Nous, dans toute la série qu'on a, il n'y a que 2 personnes dont on ne comprenne pas pourquoi ils sont morts de cette maladie. Les autres avaient des polypathologies, des maladies qui faisaient que de toute manière leur espérance de vie était limitée.